Alors, on a un certain nombre de questions. J'en poserai peut-être deux parallèlement, c'est-à-dire qui concernent un peu le même objet. À l'heure actuelle, avec la montée des tensions inflationnistes et des revendications salariales sur le marché du travail, est-ce que vous pensez que les propositions que vous faites sont audibles par les salariés qui, a priori, souhaitent davantage du salaire que de la participation quant à leur place dans l'entreprise. Et par ailleurs, vous avez effectivement beaucoup parlé de la démocratie sociale et donc de la place des salariés dans l'actionnariat des entreprises, dans l'actionnariat donc salarié. Est-ce que être actionnaire en tant que salarié, ça fait porter aux salariés une responsabilité quant aux résultats éventuellement dégradés de l'entreprise? Que pensez-vous de ces deux aspects? Allez-y. Jacques, si vous le voulez bien, je vais répondre à la première question et je vous laisse la deuxième qui est davantage dans les cordes que vous avez déjà grattées un peu tout à l'heure. Alors, dans le contexte actuel de forte attente de pouvoir d'achat et de gains salariaux, bon, tout d'abord, il faut souligner, il faut en prendre conscience, en dehors de toute considération liée à la réforme nécessaire, indispensable de notre droit social, que nous sommes passés à côté du gouffre. La France a connu une baisse de produit intérieur brut de 8%, on ne s'en rend pas assez compte. On n'a jamais connu ça en période de paix depuis 1848, quelque chose de considérable. Et grâce à l'action publique en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, le revenu des ménages n'a pas connu de baisse en termes de pouvoir d'achat. Le salaire des salariés n'a pas connu de baisse en termes de pouvoir d'achat en moyenne. Le nombre de travailleurs est revenu à son niveau d'avant-crise et l'a même dépassé de 200 000. Le produit intérieur brut a retrouvé son niveau d'avant-crise. Il faut voir à côté de quoi on est passé. Il faut prendre la pleine mesure du précipice, en quelque sorte, qui était à côté de nous, qu'on a contourné, mais dont le risque n'est pas complètement écarté, avec l'apparition de nouveaux variants. Donc la priorité des priorités, c'est bien sûr le risque d'échapper, de se protéger du risque sanitaire et d'éviter que ce risque sanitaire ne se transforme en risque de désastre économique très fort pour l'activité économique, pour l'emploi et pour le niveau de vie de nous tous. Donc ça, c'est quand même la première considération à faire dans une période comme la nôtre. Maintenant, pour aller un petit peu au-delà, il revient bien sûr aux partenaires sociaux de discuter des salaires, du pouvoir d'achat des salaires et de leur dynamique. Les pouvoirs publics, et en tant que président du groupe d'experts sur le SMIC, je l'affirme avec force, les pouvoirs publics ont pour rôle de définir un socle salarial qui s'appelle le salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est le SMIC. Mais au-delà de ce socle, il revient aux partenaires sociaux et aux acteurs de la négociation collective de savoir quand et comment dynamiser les salaires. Et on ne peut qu'être choqué de voir qu'actuellement, de nombreux minima salariaux de branche sont inférieurs au SMIC. Et c'est quelque chose de choquant, non seulement parce que ça signifie une certaine carence de la négociation collective en termes de dynamisme salarial, mais on peut être choqué aussi parce que ça signifie des dépenses pour la collectivité. Quand le SMIC dépasse les minima de branche, ça veut dire que la masse salariale éligible, en quelque sorte, aux allègements de cotisations sociales employeurs est plus forte que si les minima de branche étaient au niveau du SMIC. Donc, les entreprises et les branches ont un intérêt financier à ce que les minima de branche restent inférieurs en quelque sorte au SMIC. Alors, il va de soi que personne n'est payé en dessous du SMIC. Dans les branches où les minima de branche sont inférieurs au SMIC, les personnes concernées sont payées au SMIC. Mais le nombre de personnes qui seront dans les zones en quelque sorte éligibles à ces allègements de cotisations sociales et la masse salariale concernée sera plus grande que si les minima de branche avaient été relevés. Et donc, on ne peut qu'être choqué de voir que certains acteurs, enfin, l'acteur entreprise, en quelque sorte, de la négociation collective, l'acteur patronal de la négociation collective, peut trouver un intérêt financier
via les allègements de contributions sociales employeurs, à ce que les minima de branche restent et demeurent inférieurs au SMIC. Et là, il faut trouver un dispositif, et cela revient au pouvoir public, un dispositif des moyens d'éviter en quelque sorte cette aberration. On ne peut pas se satisfaire de cette incitation négative. Mais au-delà de cette action des pouvoirs publics, c'est aux partenaires sociaux, comme dans de nombreux autres pays, de négocier la dynamique des salaires, des minima au niveau des branches, et puis ensuite des grilles salariales dans les entreprises et des rémunérations dans les entreprises. Ce n'est pas au pouvoir public d'intervenir en ce domaine. Et je rappelle que dans les pays qui sont ceux dans lesquels les inégalités sont les plus faibles, la pauvreté la plus faible aussi, dans les pays nordiques et scandinaves, il n'existe pas de salaire minimum de croissance, l'équivalent de notre SMIC. Pourquoi? Eh bien parce que les syndicats de salariés n'en veulent pas. Parce qu'ils disent, laissez-nous cette responsabilité. On veut en être chargé pleinement. Il nous revient de négocier et de discuter des salaires. Et dans les conditions actuelles, dans les conditions économiques et sociales actuelles, je dirais que les négociateurs représentant les travailleurs ont beaucoup d'avantages pour négocier les salaires. Pourquoi? Bien parce que tout le monde a entendu parler des difficultés de recrutement auxquelles font face de nombreuses entreprises. Et bien, dans le contexte de ces difficultés de recrutement, il est clair qu'il y a un avantage pour les négociateurs représentant les travailleurs, il y a un avantage pour obtenir une certaine dynamique des salaires. Mais encore une fois, ne nous trompons pas de rôle. La dynamique des salaires, du pouvoir d'achat salarial, en dehors du salaire minimum que représente le SMIC d'une part, et puis en échappant à cette espèce d'incitation négative à ce que les minima de branche soient inférieurs au SMIC d'autre part, en dehors de ces deux aspects, ce sont les partenaires sociaux qui doivent s'en charger, qui doivent en avoir pleinement la responsabilité, et non pas les pouvoirs publics. Sur la deuxième question, excusez-moi. La convention collective de branche, le Code du travail fixe son domaine d'intervention obligatoire, notamment sur les salaires minima. Pour autant, il y a une obligation de négocier, mais pas une obligation de conclure, qui serait une attentatoire aux droits fondamentaux. Ceci étant, la responsabilité des partenaires sociaux peut néanmoins être engagée si justement on n'engage pas de négociation sur ces questions-là, au titre de l'obligation de faire. Et le problème que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir de la responsabilité des représentants des salariés dans les conseils d'administration ou des organes de direction, directoire des sociétés de capitaux, se situe de la même manière. Vous avez un droit et une indépendance qui ont automatiquement comme conséquence la responsabilité. La responsabilité, il faut la revendiquer comme un droit fondamental de la personne. C'est un moyen de s'affirmer sur le plan humain. Pour autant, encore faut-il que cette responsabilité puisse réellement être engagée. Si les membres du conseil d'administration d'une société de capitaux, suite à l'intervention des salariés, notamment en application d'un accord de participation, représentent 30% du capital, ce n'est pas la même chose qui s'y représente 3%. Et par voie de conséquence, le niveau de responsabilité n'est pas le même. Donc, de surcroît, se pose ici la question de la responsabilité individuelle ou de la responsabilité collective, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans le cadre de la négociation collective, il y a plusieurs décisions de la Cour de cassation concernant que l'employeur qui n'a pas tout mis en œuvre pour arriver à conclure engage sa responsabilité civile, parce qu'on lui reprochera que si on n'a pas réussi à conclure, c'est parce qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour y arriver. Il y a de la jurisprudence là-dessus. Mais encore faut-il qu'on sache où se situe l'action qui doit être conduite. Si on considère que la négociation, c'est un acte purement formel, je suis présent, je discute, mais en toute hypothèse, je n'ai pas envie, a priori, de conclure, je commets une faute qui est, au plan du droit civil,
comment dirais-je, peut entraîner des sanctions. Problème d'éléments de preuve qui vient derrière. Mais en disant cela, je me rappelle le propos que m'avait tenu quelqu'un qui était important dans le droit social en France, qui était le directeur général de l'UIMM il y a quelques années, qui a eu quelques ennuis ensuite, on le connaît, qui est un homme d'ailleurs de très grande qualité, je m'empresse de le dire. Et un jour, il me disait, dans le cadre de la discussion d'un accord, moins on en dit, mieux ça vaut, parce qu'on a plus de chances de conclure. Moi, je pense exactement l'inverse, parce que je conclus sur quoi? Sur un piège à con, parce que la réalité de ce que je mets en place n'est pas connue par l'adversaire, parce que par le partenaire, puisque je ne lui ai pas donné tous les biscuits. Vous comprenez bien que sur ces questions-là est fondamentale la distinction que j'ai faite à un moment au cours de l'exposé entre l'approche technique, purement technique, en fonction d'une règle qui est susceptible, parce qu'on prend la règle pour elle-même, de déboucher sur des dérives technocratiques dans lesquelles le formalisme l'emporte sur le fond. Et l'approche de la règle en fonction de ce pourquoi elle est conçue, auquel cas je suis voué à l'inventivité et par l'inventivité, je crée véritablement un univers dans lequel je concilie efficacité économique et protection du travailleur. Donc le problème des comportements en la matière est fondamental. Et la question des sanctions civiles et ou pénales qui sont susceptibles de résulter de cela n'est certes pas neutre, mais ce n'est pas ça le plus important. Ceci m'amène d'ailleurs à fustiger les comportements de conseil, je ne parle pas forcément d'avocats, mais notamment avocats, qui disent que l'employeur, qui est mon client, ne m'a pas demandé. Donc, je n'ai pas à agir. Je ne suis pas d'accord du tout. La déontologie même du conseil doit impliquer qu'il propose. Ce n'est pas lui qui décide, mais au minimum, il propose. Une autre question sur le concept de parasubordination que vous avez proposé. Vous nous proposez une situation dans laquelle on aurait des protections qui vont avec un degré d'autonomie et de responsabilité pour chaque travailleur, y compris, si j'ai bien saisi, pour le salarié. Par exemple, pour un cadre directeur administratif d'une entreprise, comment la protection alors doit-elle être négociée? Et plus largement, quels sont les critères qui peuvent être retenus en termes d'autonomie et de responsabilité? Qui est plus autonome que l'autre, que l'autre, voilà. Très bonne question. Je me permets, madame, de souligner que j'ai écrit depuis une vingtaine d'années au moins 5 ou 6 articles importants sur la parasubordination, ce qui donne d'ailleurs encore plus d'intérêt à la remarque que j'ai faite à la fin, qui est celle de Gilbert et de moi-même, à savoir que la parasubordination n'est pas la solution parce que ça remplace une frontière floue par deux qui le sont tout autant. On peut par contre soutenir que la parasubordination peut être le catalyseur du passage du droit du travail au droit de l'activité professionnelle, justement pour répondre aux questions que vous venez de poser. C'est vrai que vont se poser ici non pas l'opposition entre salariés indépendants de manière absolue, on est l'un ou on est l'autre, mais par des niveaux d'autonomie, donc de responsabilité, qui varient en fonction d'une situation particulière. Et là, évidemment, il y a un éventail important de situations différentes qui reposent sur les deux critères que j'ai évoqués tout à l'heure à propos de la parasubordination, c'est-à-dire l'indépendance technique dans l'exercice de l'art. Deuxièmement, le degré d'autonomie au plan des conditions de travail et au plan économique. Dans le premier cas, vous avez le directeur de recherche dans une industrie, il est totalement indépendant techniquement puisque personne ne peut se substituer à lui pour dire s'il a raison ou pas.
De la même manière, un professionnel libéral collaborateur est indépendant techniquement, ou si on porte atteinte à cette indépendance, il y a sanction déontologique possible. Dans les rapports entre un patron d'un cabinet et d'un collaborateur qui est son confrère, la situation est posée par la compatibilité entre l'indépendance technique absolue, non négociable du professionnel collaborateur, mais de sa dépendance économique qui induit qu'au plan des conditions de travail, il est quand même relativement obligé de respecter des règles. Et ça, on peut parfaitement imaginer que non seulement il y a une situation intermédiaire, mais que cette situation intermédiaire se matérialise par une foultitude de solutions particulières, d'où l'importance de l'accord collectif. J'évoquais dans l'exposé sur la parasubordination le système allemand des Leitenden-Gestalt. Le système de Leitenden-Gestalt, ce n'est pas un système unique. C'est en fonction du degré d'autonomie du collaborateur qu'il a telle ou telle protection, mais pas forcément la même que celui du voisin. Alors, il est vrai que c'est difficile à gérer, mais c'est quand même beaucoup plus intelligent, d'autant plus que ça nécessite le recours à l'inventivité qui est fondamentale. Un de mes maîtres à penser, qui était le professeur Jean-Marc Mousseron, qui a été l'un des grands maîtres du droit du contrat, qui n'était pas un travailliste, s'occupait du droit des affaires, qui était le patron, le concepteur des DJCE à Montpellier, de l'école du droit de l'entreprise, son ouvrage posthume rassemblant la totalité de ces grands articles, le titre c'est « Inventer », le verbe « inventer », tout simplement. Face à des situations de ce type, il faut savoir inventer. Et si on invente, on prend des risques. Si vous me permettez de... Pardon ? Si vous me permettez de compléter un tout petit peu ce que vient de dire Jacques, on a mis un pas dans cette réflexion déjà il y a fort longtemps. Je vais l'illustrer par un exemple, celui du forfait jour, qui a été créé dans le contexte des lois Aubry. Vous voyez, donc il ne peut pas être soupçonné d'être une approche réactionnaire allant à l'encontre de l'intérêt du travailleur. Vous voyez, dans le contexte des lois Aubry, on a inventé le concept du forfait jour, c'est-à-dire que quand le degré d'autonomie de certains travailleurs leur permet justement ou rend flou la séparation entre travail et non-travail parfois et leur donne la possibilité de juger eux-mêmes de la façon et du mode de travail qui doit être le leur. On ne compte plus leur travail en termes d'heures, mais en termes de journées dans l'année. Vous voyez, c'est une réflexion en quelque sorte qui n'est pas nouvelle. Je rappelle que bénéficient en France du forfait jour environ 15% des salariés du secteur privé. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout marginal et c'est une avancée dans la direction que Jacques et moi préconisons. L'exemple des forfaits jours est très important. Je me permets de préciser que c'est à cause des forfaits jours que Gilbert Sette et moi nous sommes rencontrés, puisque j'avais été dans les années 70, à la fin des années 70, développé fortement le concept de forfait tous horaires, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré dans la hiérarchie de l'entreprise, on considérait que le salaire pouvait être indépendant de tout horaire. Et la Cour de cassation avait sanctionné, et a raison, cette pratique, parce qu'en soi, ce n'est pas ça qui est déterminant. À ce moment-là, Gilbert travaillait pour un ministère et pour un cabinet de ministre, et parce que j'avais écrit là-dessus, il est venu me voir, et c'est de cette discussion-là qu'est née l'idée même des forfaits jours, qui, elle, a du sens. Et peu importe que ça ne concerne qu'un nombre très limité de personnes, c'est fondamental dans l'organisation du travail, parce que c'est susceptible d'abord de résoudre des problèmes qui sont par ailleurs difficiles à résoudre, mais surtout de préserver les droits fondamentaux de l'homme, et notamment en matière de temps de travail. Donc, on voit bien que cet exemple-là est particulièrement topique, parce qu'on peut le reproduire pour d'autres types de situations de la même manière. J'ai évoqué à un moment le statut
de la star du football. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le contrat de travail de l'ouvrier, un sportif professionnel, pas simplement les footballeurs, mais qui ont d'une part des rémunérations qui sont relativement élevées, mais d'autre part aussi des conditions de travail qui consacrent leur indépendance technique. Aujourd'hui, je parle en connaissance de cause, car je suis membre de la Chambre arbitrale du sport, malgré mes 87 ans, et que j'ai beaucoup travaillé sur le droit du sport, et ayant même bâti au moins 2 conventions collectives comme expert. On voit bien que rattacher le sportif professionnel au salarié est un exercice qui ne peut déboucher que sur des catastrophes. Voilà. Et c'est bien le cas, malheureusement. Sandrine, c'est à vous. Sur la fin de votre exposé, concernant, disons, les 2 exemples que vous avez pris, Gilbert en particulier, premièrement, on sait qu'Uber, l'ubérisation à 10 ans, enfin la société Uber à 10 ans, le choc des VTC. Donc, les négociations vont bientôt s'ouvrir, a priori, entre les plateformes et des représentants qui seront élus des travailleurs de ce type de travail. Comment, dans ce cadre-là, comment pensez-vous que ces travailleurs vont pouvoir avoir droit à l'activité professionnelle, et est-ce que on peut protéger ces travailleurs indépendants sans alourdir leur fiscalité? Alors, on répondra tous les deux. Le point que vous soulevez est assez fort. Cette négociation va s'engager. Donc, on ne peut pas encore anticiper son déroulement et les modalités de son déroulement, et encore moins, bien évidemment, ses conclusions, et ses conclusions heureuses si cela aboutissait à des accords. Moi, je répondrais à cette question de façon indirecte en disant, ce qui compte pour moi, s'il y a un accord collectif, c'est que les 2 parties qui auront négocié et qui auront signé cet accord collectif, les deux parties pensent y trouver avantage. Et donc, ça n'est pas à moi, de l'extérieur, ou un observateur externe, de dire « Ah, mais attendez, là, ça alourdit vos prélèvements » ou « Attendez, là, sur tel terrain, vous y perdez. » Non, un accord collectif, c'est un ensemble. C'est un compromis global. Et dans ce compromis global, on ne peut pas prendre un élément et juger l'accord sur ce seul élément. Donc, c'est l'intégralité, en quelque sorte, de l'accord qui compte. Vous voyez, c'est comme pour chacun d'entre nous, quand on se pose la question de changer de travail, de profession, d'employeur, eh bien, on met en balance les éléments de rémunération, d'intérêt du travail, de distance par rapport à son domicile, etc. Une quantité de choses, ce qui veut dire qu'on peut accepter de perdre sur l'une de ces choses, sur l'un de ces tableaux, parce qu'on pense y gagner globalement par le fait que sur les autres tableaux, les avantages peuvent être considérables. Bon, mais il en va de même par rapport à un accord collectif. Donc moi, il faut se refuser de l'extérieur à dire ce qui est bon ou mauvais pour des travailleurs. Quand on donne aux partenaires sociaux la possibilité de décider de normes globales par accord collectif, eh bien ça signifie qu'il leur revient de juger si dans l'intégralité, dans l'ensemble d'un accord collectif, dans son ensemble, les travailleurs qui sont censés protéger ces représentants, eh bien, si ces travailleurs y gagnent ou pas. Et c'est à eux d'en juger. Et puis du côté de l'entreprise, bien sûr, c'est lié à signature, ça veut dire que l'entreprise y trouve également son compte. Donc, vous voyez, je me refuse à dire, mais attendez, ils vont y perdre éventuellement sur le plan de la fiscalité ou sur le plan de tel ou tel type de prélèvement. Non, est-ce qu'au terme de la négociation qui va être engagée, est-ce qu'il y aura signature ou pas d'un accord collectif? Et c'est ça qui compte, d'un accord collectif qui d'ailleurs pourra être révisé, renégocié et aboutir à d'autres accords dans le futur, si en faisant le bilan, on considère qu'il est déséquilibré, que des éléments n'avaient pas, la portée de certains éléments n'avait pas été perçue au moment de sa négociation et de sa signature. Vous voyez, mais encore une fois,
Donnons aux partenaires sociaux, aux acteurs de la négociation collective, la pleine responsabilité, en quelque sorte, de leurs actes. Ils sont représentants légitimes des travailleurs et légitimés par les résultats des élections professionnelles, qu'il revient de dire « j'engage ou pas la collectivité de travail sur tel ou tel ou tel élément ». Il reste quand même deux difficultés à résoudre, mais elles ne sont pas insurmontables. La première, c'est l'identité de cette organisation qui représente les gens des plateformes, puisque ce ne sont pas des salariés. Il est clair que les règles qui ont permis de passer de la représentativité de droit des syndicats pour négocier, que Gilbert a longuement évoqué dans son premier exposé, sont aujourd'hui dépassées par le degré d'audience par rapport à la collectivité minimale. En gros, il faut avoir 50% d'audience dans la collectivité pour pouvoir être négociateur. Et surtout, pour pouvoir valablement conclure. C'est un point qui peut poser difficulté concernant cette catégorie de travailleurs parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est, et s'ils sont employeurs ou salariés, s'ils sont tout seuls ou s'ils ont des collaborateurs, les choses. Mais ce n'est pas des problèmes insurmontables. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle, ce que les juristes appellent l'application erga omnes. L'accord collectif, c'est un contrat. Il ne résout les relations qu'entre les co-contractants. Si on peut considérer qu'en raison du caractère normatif de l'accord collectif, sont automatiquement concernés les adhérents de l'organisation des travailleurs, quid des autres qui ne sont pas adhérents. Aujourd'hui, pour les salariés, le problème ne se pose pas, ça s'applique aussi à eux. Et j'allais dire d'autant plus que pour les salariés, existe la technique d'extension qui permet de rendre applicable l'accord, y compris aux employeurs non syndiqués. Donc, le caractère de loi professionnelle, entre guillemets, est beaucoup plus accentué pour les salariés qu'il ne peut l'être que pour ces contrats. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Pourquoi ? Parce que l'histoire du droit du travail et du droit des conventions collectives démontre qu'on est passé progressivement d'une situation à une autre en 50 ans, même un peu plus, puisque la première loi sur les conventions collectives efficace, tout au moins, remonte en 1936. Donc, ces deux éléments, il faut les concrétiser. Mais je reviens une minute sur le dernier propos de Gilbert, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la vie de l'accord. Lorsque Raymond Barre était candidat à la présidence de la République, 3 personnes l'ont aidé pour le social. C'était Raymond Souby, Jacques Barrot et votre serviteur, moi-même. Et un soir, vous savez que le père Raymond Barre, il aimait bien manger. Il nous invite à dîner, mais il avait un autre rendez-vous à 10h, et donc il nous quitte. Et avant de partir, le professeur Barre nous dit « Travaillez maintenant à l'idée de l'intérêt de l'accord, toujours à durée déterminée. » Et il s'en va. Et mon ami, aujourd'hui décédé, Jacques Barrot, dit « Mais pourquoi il dit ça ?» Et Raymond Souby, qu'on appelle Raymond la science, il dit « Mais parce qu'il va en faire un outil de gestion. » Il est clair que si j'élabore des normes, c'est en fonction d'un contexte donné, d'un objectif précis. Si ce contexte, ce objectif évolue dans le temps, là, il faut que je change la norme. D'où l'importance des clauses de révision, qui sont la plupart du temps considérées comme les partenaires sociaux, comme des clauses de style. Même chose d'ailleurs sur la durée. On a fait évoluer le texte à la suite de l'ordonnance de 2017 sur cette question-là, dans la mesure où l'accord à durée indéterminée ou à durée n'est pas forcément la règle, alors que on a dans l'inconscient du social toujours l'habitude de considérer que ce qui est à durée indéterminée est meilleur que ce qui est à durée déterminée. C'est pas forcément vrai. Mais si j'utilise un accord à durée indéterminée, je dois introduire une clause, un dispositif de révision des accords à partir de dispositions qui consacrent des normes qui marquent l'hypothèse où l'évolution du contexte étant telle
l'application de l'accord n'est plus possible si je ne révise pas. Et ça, c'est parfaitement concevable. Or, là-dessus, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on manque singulièrement d'imagination. Parce que si on a introduit dans le Code du travail l'intérêt, et non pas l'obligation, d'un accord de méthode, ça n'est pas par hasard. Dans son rapport de… C'est bref, Jacques, parce qu'on oui, ne va pas avoir le temps sinon. Dans son rapport de Jean-Denis Combrexel, un rapport qui a servi à la modification des textes, évoquait l'obligation de l'accord de méthode, mais en s'inspirant de quoi? De ma pratique personnelle, parce que moi j'ai toujours, en tant qu'expert accompagnant les négociateurs, dit commençons d'abord par fixer les règles de conduite de la négociation. Vous voyez, tout ça, c'est fondamental parce qu'il faut faire vivre le texte. Voilà. Alors, merci. Une dernière question sur le télétravail. Le télétravail, on en a parlé tout à l'heure. Alors, si c'est une source de productivité, visiblement, vous le dites dans votre ouvrage, à la fois pour les entreprises, mais aussi une source de bien-être pour les salariés. Quelles sont les limites? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une forme d'éclatement d'un collectif, du collectif de l'entreprise, puisque les entreprises peuvent se rendre compte qu'elles peuvent faire appel à des plateformes pour effectuer ce que ces collaborateurs effectuent en télétravail? Alors, cette crainte qui est très souvent exprimée est totalement démentie par tous les travaux faits, d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux sur la base d'enquêtes réalisées auprès des entreprises et des travailleurs, qui indiquent que le télétravail, ce n'est pas du travail à distance, ce n'est pas comme des centres d'appel qui existent déjà depuis très très longtemps. Vous savez, il y a beaucoup de centres d'appel qui ont été délocalisés, par exemple dans des pays francophones comme l'Afrique du Nord. C'est quelque chose de complètement différent, le télétravail. Et le niveau optimal de télétravail, d'après ce que disent une majorité d'entreprises, très très grande majorité d'entreprises, et beaucoup de travailleurs, le niveau optimal, ce n'est pas 5 jours par semaine, c'est généralement 1, 2, 3 jours par semaine. Parce que le besoin du collectif de travail, justement, qui répond à ce que vous dites, Sandrine, le besoin du collectif de travail est très fort pour de nombreuses entreprises et de nombreux travailleurs. Et donc, ça renforce évidemment la difficulté de l'organisation du télétravail, mais ça en maximise les gains. Il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus, et je me réfère à une étude de l'OCDE qui vient de paraître, qui est basée sur des interviews qui ont été réalisées sur des dizaines de milliers, auprès de dizaines de milliers d'entreprises, et qui indique que la quasi-totalité d'entre elles disent le télétravail a comme niveau optimal pour nous en termes de gains de performance 1, 2, 3 jours par semaine, mais surtout pas plus que 3 jours par semaine. Et les salariés eux-mêmes répondent la même chose quand ils sont interrogés quand la question leur est posée. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans l'idée d'un risque de délocalisation nationale absolument complet du travail. Quand ce risque existe, il est déjà avéré, comme le montre l'existence de centres d'appel depuis déjà très, très longtemps. Donc, quand ce risque existe, voilà, ça s'est déjà matérialisé. Le télétravail, encore une fois, c'est autre chose. Et pour en maximiser les gains, et pour les travailleurs, et pour l'entreprise, ça appelle des transformations, des techniques managériales, ça appelle beaucoup de modifications des modes de travail qui ne s'improvisent pas, qui s'apprennent. Les conditions du télétravail dans le contexte de la Covid n'ont pas été optimales, parce que ce passage au télétravail s'est fait pour des motifs sanitaires, donc était bienvenu pour ces motifs sanitaires, mais très souvent les gens télétravaillaient à longueur de semaines, les 5 jours de la semaine, parfois entourés de leurs enfants quand les classes sont fermées ou même pendant les confinements durs, quand l'école globalement était fermée. Les travailleurs n'y étaient pas préparés, le matériel n'était pas au rendez-vous, le management n'était pas non plus préparé au télétravail et à l'encadrement de personnes en télétravail. Donc la pratique du télétravail, qui sera celle du long terme vers lequel on va se diriger, sera quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pu connaître pendant la période de confinement. Et les disponibles, celles que je suis en train de réaliser, mais celles qui sont réalisées par de très très nombreuses économies, sociologues et autres, montrent qu'environ peut-être 25% des travailleurs seraient amenés à télétravailler quelques jours dans la semaine
dans le long terme qu'on pourrait connaître après la Covid-19. Vous voyez, on est dans quelque chose qui écarte le risque que vous évoquez. Alors maintenant, est-ce que ça peut malgré tout introduire des inégalités entre des travailleurs qui peuvent télétravailler et d'autres qui ne peuvent pas? Alors, il y a un réflexe bien français qui est de voir à tout changement le côté du verre moitié vide de personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ce changement et de dire ce changement est nocif puisque tout le monde ne peut pas en bénéficier. Je pense plutôt qu'il faut voir le verre du côté moitié plein et se dire, premièrement, comment faire en sorte que les travailleurs qui n'en bénéficient pas, parce que leur poste n'est pas télétravaillable, peuvent éventuellement se former pour passer sur un poste télétravaillable, s'ils accordent beaucoup de valeur, en quelque sorte, à l'autonomie que peut leur conférer le télétravail. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, il revient à la négociation collective, bien évidemment, de savoir comment ces déséquilibres doivent trouver d'éventuelles compensations. Mais surtout, il ne revient pas aux normes générales homogènes du Code du travail d'en décider. Ça serait évidemment faire le lit de la réussite, faire l'échec de la réussite du télétravail. Donc voilà ce qui me paraît important de dire sur cette question. Le développement que vient de faire Gilbert invite le juriste à se poser la question de savoir si le télétravail relève du contrat de travail ou des conditions de travail. Je dis bien, se fait cette opposition parce que c'est celle que met en œuvre la Cour de cassation depuis la jurisprudence créée par M. Vaquet, qui est ancien doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Autrefois, on opposait éléments substantiels et éléments secondaires. Sous-entendu, les éléments du contrat auxquels on ne peut déroger, qu'on ne peut bonifier qu'avec l'accord individuel de la personne, et les autres qui relèvent du pouvoir normatif de l'entreprise. La question n'est pas si simple que ça à résoudre s'agissant du télétravail. Et effectivement, tout ce qui touche aux modalités de mise en œuvre du télétravail, on peut parfaitement imaginer que ça se construise par des normes collectives, par référence, ou un accord collectif. Par contre, le principe même d'accès au télétravail, est-ce qu'il ne faut pas l'accord individuel de la personne? C'est une belle question. Est-ce qu'on peut imposer le télétravail à n'importe quel travailleur sans qu'il ait la possibilité de refuser? Je pense que non. Mais c'est une difficulté extrêmement importante. Alors, il est vrai qu'en raison du caractère progressif, intéressant sur le terrain des libertés que représente le télétravail, un grand nombre de personnes qui sont éligibles au télétravail, ils seront favorables. Mais ça ne résout pas le problème que je viens d'invoquer, qui est réel. Merci. Je crois qu'on va pouvoir arrêter ici cet entretien, cet échange très riche. Merci à vous pour vos éclairages et puis les pistes que vous lancez qui sont très, très intéressantes et très actuelles. Et merci à Melchior de nous avoir permis d'effectuer ce rendez-vous. Merci à vous, surtout Jacques Barthélémy, Gilbert Sette, de cet échange passionnant. Merci Sandrine Verdière de cette animation qui nous a permis de pouvoir trouver des illustrations pour nos cours. Et donc, je vous invite à retrouver le replay de cet échange sur Melchior pour l'utiliser avec vos élèves. Merci, bon après-midi à vous.